Si cette vidéo vous fait frissonner, abonnez-vous à la chaîne et likez maintenant. Ce que vous allez entendre ce soir est l'histoire la plus documentée et la plus terrifiante que j'ai jamais racontée sur cette chaîne. Pas une fiction, pas une légende urbaine. Une maison réelle, une famille réelle et une chose qui s'est emparée d'un enfant de 9 ans pendant 28 jours et qui a failli ne jamais le relâcher. Ce que je vais vous raconter, ce ne sont pas les grandes lignes que tout le monde connaît. Pas le film, pas le livre. Ce sont les détails que les médias ont choisi de ne pas mettre en avant parce qu'ils étaient trop difficiles à expliquer, trop dérangeants à intégrer dans un récit propre et vendable. Les détails qui viennent des témoignages directs, des rapports des enquêteurs paranormaux qui ont séjourné dans la maison et des notes personnelles que George Lutz a rédigées dans les mois qui ont suivi la fuite de sa famille. Des notes qui n'ont été que partiellement rendues publiques de son vivant. Posons le décor avec ce que vous savez déjà. Décembre 1975. George et Kathy Lutz, jeunes mariés, emménagent avec les 3 enfants de Kathy au 112 Ocean Avenue à Amityville, New York. Une grande maison coloniale de style hollandais. 4 étages, façade blanche, fenêtres en arc de cercle au dernier niveau qui ressemblent, selon quiconque les a regardés la nuit, à des yeux. 1 an plus tôt dans cette même maison, Ronald DeFeo Jr. avait assassiné ses 6 membres de sa famille dans leur sommeil. La maison avait été mise en vente rapidement, à un prix bien en dessous du marché. Les Lutz le savaient. Ils l'ont acheté quand même. 28 jours plus tard, ils fuyaient en pleine nuit en laissant derrière eux la quasi-totalité de leurs affaires. Ils ne sont jamais retournés chercher ce qu'ils avaient laissé. Ce que vous savez moins bien, c'est ce qui s'est passé avec Danny. Danny Lutz avait 9 ans en décembre 1975. Le fils aîné de Kathy, un garçon décrit par ses instituteurs comme calme, studieux, légèrement introverti mais affectueux et stable. Un enfant ordinaire dans le meilleur sens du terme. Un enfant qui n'avait jamais manifesté de comportement violent ou imprévisible de sa vie. Danny a changé dans les premières semaines qui ont suivi l'emménagement. Pas brutalement, progressivement, de la façon dont une lumière baisse d'intensité si lentement qu'on ne réalise qu'il fait sombre que quand on essaie de lire et qu'on n'y arrive plus. Kathy a remarqué la première, comme les mères remarquent toujours en premier. Danny mangeait moins. Danny dormait différemment, pas mal exactement, mais d'une façon nouvelle, trop profondément, difficile à réveiller le matin. Comme quelqu'un d'épuisé par quelque chose qui se passait pendant son sommeil. Danny répondait aux questions avec un léger décalage, une fraction de seconde de trop. Comme si les mots devaient traverser quelque chose avant d'arriver à lui. George a d'abord attribué ça au changement d'environnement. Nouvelle école, nouveau quartier, nouveau beau-père. Il y avait des raisons rationnelles, et il s'y est accroché. Parce que c'est ce qu'on fait quand les alternatives sont moins confortables. La première rupture vraiment claire s'est produite un soir de la 2e semaine. George était dans son bureau au rez-de-chaussée. Kathy préparait le dîner. Les enfants étaient à l'étage. Kathy a entendu un bruit qu'elle a décrit dans ses témoignages ultérieurs comme impossible à classer. Pas un cri, pas un pleur, pas un rire. Quelque chose entre les 3. Une vocalisation qu'elle n'avait jamais entendue venir de l'un de ses enfants, ni d'aucun enfant dans sa vie. Elle a monté les escaliers en courant. Danny était dans sa chambre, debout au centre de la pièce, dos à la porte, face à la fenêtre qui donnait sur le jardin arrière. Il ne bougeait pas. Quand Kathy a dit son prénom, il ne s'est pas retourné. Elle a traversé la chambre et s'est placée devant lui pour voir son visage. Elle a dit plus tard aux enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren que le visage de son fils était le sien et en même temps pas le sien. Que les traits étaient identiques, que c'était bien Danny. Mais que quelque chose dans l'expression, ou plutôt dans l'absence d'expression, rendait son visage méconnaissable. Comme un masque parfait, porté par quelque chose qui ne comprenait pas tout à fait comment les visages humains fonctionnent. Danny a regardé sa mère, et il a souri,
Un sourire qui s'est élargi trop lentement, trop symétriquement, jusqu'à une amplitude qui n'était pas naturelle pour un visage d'enfant. Cathy a reculé d'un pas. Danny a dit, avec sa voix mais avec une intonation qui n'était pas la sienne, quelque chose que Cathy a refusé de répéter publiquement pendant des années. Qu'elle n'a confié qu'à Lorraine Warren dans un entretien privé dont des extraits ont filtré bien après les faits. Il a dit que la maison lui avait toujours appartenu, qu'ils étaient tous les bienvenus pour rester aussi longtemps qu'ils voulaient, et qu'il espérait qu'ils resteraient longtemps. Puis Danny a cligné des yeux, et il a demandé à sa mère ce qu'il y avait pour le dîner. Il n'avait aucun souvenir de ce qui venait de se passer. Les jours qui ont suivi ont installé un schéma que George et Cathy ont commencé à documenter, avec la méthode désespérée de gens qui cherchent à garder une prise rationnelle sur quelque chose qui échappe à toute rationalité. Danny se réveillait à 3h06 du matin, avec une précision qui ne variait jamais d'une minute. Il se levait, quittait sa chambre et se retrouvait systématiquement au même endroit, debout dans le couloir du premier étage, face à la porte de ce qui avait été la chambre de Ronald DeFeo Jr., l'auteur des meurtres. Il ne frappait pas à la porte, il ne l'ouvrait pas, il se tenait juste là, immobile, les yeux ouverts, mais dans un état que George décrivait comme différent du somnambulisme. Les yeux d'un somnambule sont vides. Les yeux de Danny dans ces moments-là ne l'étaient pas. Ils étaient actifs, attentifs, comme quelqu'un qui écoute une conversation qu'on ne peut pas entendre. Quand George ou Cathy le raccompagnaient dans sa chambre, il se laissait faire sans résistance. Il se rendormait immédiatement. Le matin, il n'avait aucun souvenir de s'être levé. Les enquêteurs qui ont analysé ces témoignages des années plus tard ont noté quelque chose que ni George ni Cathy n'avaient relevé sur le moment. 3h06 du matin. Le 13 novembre 1974, soit 1 an et 1 mois avant l'emménagement des Lutz, Ronald DeFeo Jr. avait commencé à tirer sur sa famille à 3h06 du matin, selon l'estimation médico-légale établie au procès. Danny se réveillait à l'heure exacte des meurtres. Chaque nuit, la rupture finale, celle qui a convaincu George et Cathy de partir sans attendre le lendemain, s'est produite lors de la dernière nuit, le 14 janvier 1976. George avait commencé à se réveiller lui aussi à 3h du matin depuis plusieurs jours, sans raison, avec une pensée unique et obsédante qui lui traversait l'esprit à chaque réveil. Toujours la même pensée. Une pensée dont il a dit qu'elle ne lui ressemblait pas, qu'il ne l'aurait jamais eue de lui-même, que c'était comme si quelqu'un l'a déposée dans sa tête depuis l'extérieur. Cette nuit-là, George s'est réveillé à 3h et il est allé dans la chambre de Danny. Danny était assis dans son lit, les yeux ouverts. Il regardait le coin de la chambre proche de la fenêtre nord. George a suivi son regard. Dans ce coin, et George Lutz en a parlé jusqu'à sa mort en 2006 avec la même conviction inébranlable, il y avait quelque chose, pas une forme humaine, pas une apparition classique, une présence visuelle qu'il décrivait comme une noirceur active. Une noirceur qui absorbait la lumière ambiante plutôt que de simplement être de l'obscurité, quelque chose qui avait une intention et une direction, et dont l'intention et la direction étaient orientées entièrement vers son fils de 9 ans assis dans ce lit. George a crié le prénom de Danny. Danny s'est tourné vers son beau-père. Et cette fois, George a vu ce que Cathy avait vu 2 semaines plus tôt. Ce visage familier et étranger simultanément. Cette expression qui n'était pas une expression d'enfant. Danny a dit, avec cette voix qui était la sienne et pas la sienne, une phrase que George a répétée mot pour mot dans chaque entretien qu'il a accordé jusqu'à la fin de sa vie. Danny a dit, « Il veut savoir si tu resteras quand je serai parti. » George a attrapé son fils. Il l'a porté hors de la chambre en hurlant le nom de Cathy. A réveillé les 2 autres enfants et la famille a quitté le 112 Ocean Avenue à 4h du matin.
en laissant les lumières allumées, les affaires en place et la porte d'entrée grande ouverte derrière elle. Ils n'y sont jamais retournés. Danny Lutz a mis des décennies à parler publiquement de ce qu'il avait vécu dans cette maison. Dans un documentaire de 2012, il a brisé son silence pour la première fois. Il a dit qu'il se souvenait de tout. Contrairement à ce que ses parents avaient toujours pensé, il n'avait pas de trou de mémoire. Il se souvenait des réveils nocturnes. Il se souvenait du couloir. Il se souvenait du coin de sa chambre. Et il se souvenait d'une voix. Une voix qu'il entendait depuis l'intérieur de sa propre tête, distincte de ses propres pensées, claire et patiente et froide, qui lui répétait la même chose depuis le premier soir dans cette maison jusqu'au dernier. Il a refusé de dire publiquement ce que cette voix lui répétait. Il a juste dit que ça l'avait suivi bien après la maison, que ça ne disparaît pas vraiment, que certaines choses qui entrent en vous trouvent un endroit où rester. Danny Lutz est mort en 2020. Il avait 54 ans. Dans sa nécrologie, sa famille a demandé l'intimité et a simplement écrit qu'il avait finalement trouvé la paix. Le 112 Ocean Avenue existe toujours. Il a été rénové, le numéro a été changé pour décourager les curieux. La façade a été modifiée. Plusieurs familles y ont vécu depuis les Lutz. Aucune n'est restée plus de 2 ans. La maison est actuellement occupée. Si cette histoire vous a touché et que vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous et likez cette vidéo maintenant. Chaque abonnement, chaque like compte vraiment et m'aide à continuer à vous apporter ces histoires. Partagez cette vidéo ce soir avec quelqu'un qui pense que ce genre de choses n'existe pas. Parce qu'Amityville n'est pas une légende, c'est une adresse. Bonne nuit.